Vladimir Fedorovski, merci d'être revenu nous voir ici au siège du Nouveau Conservateur pour poursuivre le récit de votre vie qui est tellement mêlé à celui de la Russie. Vous avez vu la Russie soviétique. Vous nous aviez dit dans notre première conversation que vous avez même été l'interprète de Brejnev. De la langue arabe. En langue arabe, c'est ça, puisque vous avez été en poste comme diplomate. Je saute les étapes, mais je propose que ceux qui ont la bonté de nous écouter regardent notre première conversation. Vous êtes russe plus que russe, devenu diplomate très jeune, presque par vocation. Premier poste Mauritanie, c'est comme ça que vous avez appris l'arabe, mais vous avez appris un très grand nombre de langues. Puis vous voilà en poste en France, et vous découvrez la France, vous l'aimez. Les Français vous aiment, vous êtes appelé en Russie, d'abord au ministère des Affaires étrangères, ensuite vous jouez un certain rôle dans la perestroïka auprès de Gorbatchev. Il y a une nouvelle génération des hommes politiques qui font la différence par rapport aux gens que j'ai connus beaucoup pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, les hommes politiques, ils ont connu la guerre physiquement. Ils ont participé à la guerre. Kennedy, il a eu peur de la guerre toujours. Il disait que dans la future guerre qui nous attend, il n'y aura pas de vainqueurs ni vaincus. La nouvelle génération, c'est les gens qui n'ont pas connu et qui ne savent pas à quel point elle est terrible. C'est la première chose. Oui, c'est ça. Ils ont connu ça plutôt dans l'ordinateur, dans la réalité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pendant les pires moments de la guerre froide, nous avons eu toujours des contacts entre les Russes et autrefois et les Occidentaux. J'ai participé à beaucoup de contacts. Il y avait beaucoup de tensions, mais les contacts ont été là. Et troisième élément, on millimétrait les décisions. Aujourd'hui, il y a énormément d'approximations dans la décision. Ça vous fait peur? Ça me fait peur. Je ne vous cache pas d'où vient finalement le livre que je sors maintenant. Je sors le livre où j'oublie. Quand je parle de Trump, de Poutine, j'oublie mon avis. Devant les terribles, d'autant plus. Vous allez me dire, c'est un peu surréaliste le rire tous les trois, mais détrompez-vous, rien n'est inventé. J'ai mené une longue enquête sur Poutine, j'ai fait beaucoup de livres sur lui, je connais la bête mieux que quelconque, j'ai fait une enquête sur Trump, et puis historiquement, je me suis occupé beaucoup de cette période extraordinaire, puisque Ivan le Terrible, détrompez-vous, c'est quelqu'un qui était un fondateur de la géopolitique en Russie. De la géopolitique. Il a beaucoup réfléchi comment il faut agir, de quelle manière il faut établir les priorités. Il était absolument persuadé que la Russie était toujours diabolisée par l'Occident, parce que l'Occident a besoin pour existence l'ennemi. Puis la Russie, sixième partie du monde, vous comprenez, de la globe terrestre, du globe terrestre. Le sixième des bien sûr, des terres immergées. Émergées, pardon. Émergées, évidemment, ça fait trop. Énorme, ça fait trop. Alors, ça vous comprenez, et il a dit son message, vous savez, je l'écris, c'est un tsar pittoresque, vraiment, de tous les excès. Vous avez vu le film d'Eisenstein, un chef-d'œuvre sur Ivan le Terrible, vous avez vu comment les excès sont intéressants. Pour moi, raconter ça, très intéressant. Oui, mais ça donne Eisenstein donne une image affreuse d'Ivan, qui devient un personnage âpre, presque agressif. L'acteur est joué et caricaturé. Vous parlez comme Staline, mon cher. Vous parlez comme Staline, c'est exactement ce que Staline a reproché à Eisenstein. Il a beaucoup poussé Eisenstein au pinacle, mais quand même, il a dit qu'il faut faire attention. Mais vous savez, je reviens avant le Terrible parce qu'il a plusieurs idées. Il a réfléchi de quelle manière il faut gérer ça. Par exemple, le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une rupture historique, par ça, une rupture historique entre la Russie et l'Occident. Ça ne profite pas ni à l'Occident, à mon sens, ni à la Russie. Il y a une réorientation définitive de la Russie vers l'Asie, vers la Chine, qu'il considérait comme continent d'avenir. Et Ivan, c'est son message. Oubliez l'Europe, ils sont en but d'eux-mêmes, ils vont toujours
toujours méprisé les Chinois, les Asiatiques, ils respectent. Tout ça, c'est une vraie réflexion, parce que ça nous intéresse, comment ça va tourner entre Poutine et Trump, et je donne les éléments tout à fait pointus. C'est une enquête sur les deux, c'est une enquête sur les négociations, etc. Mais si vous voulez comprendre Poutine, dans la réalité, je dis souvent, il faut voir 5 Poutines différents. Je ne vous cache pas, j'étais piégé par Poutine. J'étais piégé par Poutine. Ensorcelé. Non, pas du tout, j'étais piégé. Je vais vous dire comment. Dans mon destin, il y avait un épisode, j'ai quitté la carrière diplomatique à la fin des années 90 et j'étais dans la politique russe. J'étais cofondateur un des premiers partis démocratiques en Russie, il s'appelait Mouvement de réforme démocratique, et après porte-parole de ce parti. Ce parti a été créé avec quelqu'un qui était un patron de Poutine à Saint-Pétersbourg. Sobchak. Sobchak, exactement. C'était mon copain, je viens... Plutôt libéral, on peut dire. Plutôt libéral, très pro-occidental. Et d'ailleurs, Poutine était très libéral. À l'époque, oui. Pro-occidental. Il aurait aimé le rester, d'ailleurs, je crois. Il aurait aimé rester, mais maintenant, je pense que c'est trop tard. C'est pas Ivan-Terry, lui, est du côté occidentaliste. Maintenant, il passe du côté d'Ivan de Mais à l'origine, à cette époque, il était occidentaliste. Il passe du côté d'Ivan de Terrible. Mais bref... Je viens toujours à Saint-Pétersbourg, Nuit Blanche, vous comprenez, l'Ermitage, je me promets, j'adore Saint-Pétersbourg, je raconte. C'est pas par hasard que millions d'exemplaires, mon livre, le roman de Saint-Pétersbourg. Bien que vous soyez né à Moscou. Vous savez, il faut aimer ce qu'on fait. Oui. Si vous n'aimez pas les gens qui parfois s'occupent de la Russie, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui adorent, qui mènent les négociations maintenant. Il y a les gens qui adorent la Russie, la littérature russe, ils défendent les positions de leur pays. Par exemple, l'exemple classique, c'est le négociateur américain. Aujourd'hui, Vitkov, il s'appelle. Oui. Il adore Dostoïevski, il adore les Chagall, tout ça. Il y a les gens qui s'occupent de la Russie, mais qu'ils détestent, qu'ils diabolisent complètement. Moi, je suis participant. On voit ça chez certains journalistes, mais ne citons pas de nom. Évidemment, mais c'est pas. Mais je leur conseille. Mais parce qu'ils connaissent ni Gogol, ni Dostoïevski, ni Tchekhov. C'est une mauvaise conseil. Mais bref. Présumé assassin de Rasputin. Sobchak, tu sais, je voudrais te présenter quelqu'un qui est maintenant mon secrétaire. Tu comprends, il vient du milieu du KGB, c'est un officier du KGB. Je l'ai pris pour vider mon antichambre parce que les gens venaient avec les valises de dollars. J'ai eu peur qu'on m'accuse des pots de vin. Ce n'était pas du tout corrompu. Et j'ai demandé à l'officier du KGB qu'il s'occupe de ces gens-là, qu'il voit pour éviter ça. Il me présente. Et là, j'étais complètement... Je ne suis pas enfant de cœur, mais je vous assure, il m'a eu, Poutine. Vient quelqu'un, vous imaginez, le plus effacé, le plus béni, oui, bien béni, possible. Lui, enfant de cœur. Lui, et je dis, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, mais il est fidèle, il reçoit son salaire au KGB, mais néanmoins, il est bon, il est fidèle. Et avec, vous savez, il était très ami de Sobchak, il a même démissionné quand Sobchak a perdu la mairie de Exactement, mais les gens ne savent pas, il a même, quand il était au service secret, quand il est devenu chef de service secret, il s'occupait, il a permis au Sobchak de passer à l'étranger. Il est resté fidèle. J'étais à l'enterrement de Sobchak, après j'ai vu Poutine pleurer. Vous savez, Sobchak m'a raconté pourquoi il l'a pris. Il m'a raconté ça. Franchement, il l'a pris, c'était un deal absolument, comme disent les Américains, en tout cas, pas les Français, c'était un marché conclu consciemment pour qu'il vide son antichambre avec ces hommes qui se baladaient à l'époque, etc. Il a pris un officier du KGB qu'il assure, disons, sa protection contre les pots de vin. Et qu'il renseignait. Oui. Il renseignait, etc. Et je me suis dit, pourquoi il le prend? C'est-à-dire, il m'a piégé, pourquoi? Parce que je l'ai pris pour quelqu'un effacé qui n'était pas du tout. Vous savez, Poutine, ok, il m'a eu, mais il a eu Eltsine. Parce que ça montait
c'était beaucoup plus Yeltsin ne extraordinaire. s'est pas méfié, mais Yeltsin finit par le nommer en 99 Premier ministre quand même. Absolument. Non, les étapes de Poutine, parce qu'il y a, pourquoi je parle de 5 Poutines? Alors, Le premier Poutine, c'est ce qu'il faut revenir, parce que les gens ne savent pas que si vous voulez vraiment comprendre l'art de négocier, l'art de mener la géopolitique russe, il faut remonter à son enfance. Et son alors enfance, allons-y. doublement. Très intéressant. Et ses parents et ses grands-parents. Doublement, quand j'ai mené ce livre pour Trump, Poutine, Ivan le Terrible, vous savez, comme je suis sérieux, j'ai mené l'enquête, notamment sur cette période. Et Poutine, il était un enfant qui était formé par la rue, par la pègre, par la mafia, dans la réalité de Saint-Pétersbourg. Quand il a eu 12 ans, il était dans la rue, sa famille, c'était des gens très modestes, ils s'occupaient beaucoup de leur Ses travail. parents étaient très âgés. Et ils ont été... Ses deux parents sont nés en 1911. Son père est né en Évidemment, 1911. mais pourquoi ils ont fait? Parce que leur fils était mort dans le blocus de Leningrad. Les deux premiers. Absolument. Les Et deux c'est pour frères ça de qu'ils ont Poutine fait, sont morts. ils ont fait jeunes. l'enfant, disons, de la dernière chance, et Poutine. c'était Poutine. Ils ont Mais plutôt, ils l'ont eu très tard, puisqu'ils sont nés en 1911. Exactement, Et qu'il est exactement. né Mais en- bref, en quand ils ont, 52, je mais crois. c'était les gens très modestes, ils s'occupaient de leur fils. C'était vraiment, moi j'étais dans leur appartement, c'est inimaginable pour vous. C'est vraiment une petite chambre, sans eau, etc. Mais il était toujours dans la rue. Et dans la rue, c'était la pègre, la loi de la pègre. Et j'ai vu le chef de la pègre, disons, le mafieux de Saint-Pétersbourg, pour qu'il m'explique comment il forme les gens. Il m'a expliqué, quand vous en étiez à table avec lui, avec la vodka, etc., et il m'a expliqué, c'était pittoresque, c'est comme dans le film, le parrain. Vous imaginez, mais le parrain, plus pittoresque, costaud, comme ça. Et il me dit, vous savez, nous avons des règles très strictes qu'il a assimilées quand il était un petit enfant. Je lui dis, quelles sont ces règles? Il a dit, quand la bataille est inévitable, l'art de négocier, l'art de mener la géopolitique de Poutine. C'est dans cette phrase-là. La bataille est inévitable, il ne faut pas attendre qu'on t'attaque, il faut attaquer Le premier. Deuxième règle, je vous cite. C'est drôle parce que Trump a un peu la même philosophie. Mais Trump, peut-être, c'est pas dans la rue, mais attaquer le premier, aller jusqu'au bout et jamais reculer. Vous comprenez? Si vous avez ça, ces trois règles, ils vont vous comprendre comment ils gèrent, surtout le début de la crise ukrainienne, c'est exactement dans ces phrases-là. Et après, à 13 ans, c'est le hasard, c'était un truc assez extraordinaire. Comme c'est la rue, c'est le hasard. Tout ça, c'est vraiment, ça ne dépend pas de nous. Il passe à travers, il se bat, vous savez, contre 4 garçons, complètement ensanglantés. Il se bat jusqu'au bout. Le hasard a voulu qu'un grand coach, un grand spécialiste de judo, qui passe à côté, il voit le garçon qui se bat, il voit jusqu'à quel point il est acharné. Il le prend par la rue et il l'amène dans la salle de judo. Deuxième clé, si vous voulez, le sport. Et si vous voulez comprendre Poutine, la géopolitique de Poutine, l'art de négocier avec Trump, comment il fait, comment il faut aller. Inspiré du judo? Évidemment. Il y a un autre sport assez proche qui s'appelle le sambo, je ne sais pas. Sambo, mais ça, c'est proche, mais il pratiquait les arts martiaux. Les arts martiaux. Vous savez, c'est pas un petit sportif. Non, je crois qu'il a été très. Il était membre de l'équipe olympique. Oui. Vous comprenez, tout ça, c'est vraiment très performant. Oui. Et même plus que ça, vous voulez connaître les vrais confidents de Poutine, le vrai entourage de Poutine. Cliquez l'équipe de judo de Saint-Pétersbourg. Ah bon? Évidemment. Il fait du judo une philosophie presque. Non, plus que ça. Vous savez, je vais vous donner encore une fois, les gens d'ici, ils sont approximatifs. Mais il y a deux frères Rutenberg, c'est des grands milliardaires aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est. Qui ont aussi le milieu complètement modeste, deux frères qui ont pratiqué le judo quand qu'il a eu 13 ans avec Poutine.
Ils vivotaient après à Saint-Pétersbourg. Quand il est devenu, pas seulement secrétaire, après il est devenu premier adjoint de Sobchak, à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, il leur donnait des marchés, ils ont monté, mais quand il est devenu président, ils sont devenus milliardaires. Pas parce que de pot de vin, etc. Non, il donnait les marchés, les marchés les marchés, ils avantageaient ces amis-là qui sont inconditionnels. Quand il veut, vous savez, il voit la façade. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il... Vous comprenez les choses comme ça. Évidemment, dans les choses comme ça, il y a, en Poutine, il y a quand même les rêves bizarres. Moi, je rêvais toujours d'être écrivain. Lui, il rêvait toujours d'être espion. Ben, il a été. Il a été à peine. Il est devenu... En réalité, si vous voulez comprendre comment il mène des négociations... Il mène les négociations quand il y a les règles de confiance, les règles vous savez, il y a un grand dirigeant des services secrets des tsars qui disait qu'avec votre agent, vous devez considérer agent comme votre maîtresse qui cachée. Si vous donnez un mot de trop, vous la compromettez. Jamais compromettre. Tout ça, c'est les règles. En Poutine, évidemment, les gens, c'est une facilité. On dit, c'est un agent du KGB, mais en lui, il a beaucoup assimilé. Il n'est pas devenu un très grand. Il a travaillé en Allemagne, dans les postes subalternes, etc. Mais même, c'est pas ça. C'est une manière avec laquelle... Il parle allemand, je crois, non? Il parle allemand sans accent, sans plusieurs dialectes. Il a été longtemps en poste à Dresde, et il était en poste à Dresde en 89. Évidemment. Après ça, c'était le KGB, après ça, c'était Sobchak. Et après Sobchak, Saint-Pétersbourg, il a monté en grade, puisque Sobchak, c'est un ami à moi, je peux vous dire, c'est un beau parleur qui adorait la France, qui adorait voyager. Il a délégué beaucoup. Et au fait, Poutine, c'était un vrai gestionnaire de la ville de Saint-Pétersbourg quand il était... Et ça, c'est aussi, pour vous donner les indications par rapport à aujourd'hui, vous savez, c'est très intéressant. Il a quand même, quand il était gestionnaire de la ville de Saint-Pétersbourg, il travaillait avec tout le monde. Il ratissait large. Il travaillait avec les hommes d'affaires. Il travaillait avec la mafia. Il travaillait avec les étrangers, syndicats, tout le monde. Il travaillait tout le monde. Ratissait large. Ratissait large et aussi... Dans cette époque, il a négocié, j'ai observé ça avec Sobchak, quand il a négocié, c'est très intéressant. Quand il menait une négociation, il y avait une période, quand il ne voulait pas aller trop loin, il simulait les négociations. Simulacre des négociations, vous comprenez, pour comprendre on ça. Fait comme si. Comme si on négociait. Par exemple, et puis il y avait, je me souviens, quand il a négocié à propos du port de Saint-Pétersbourg, il a négocié avec les premiers personnages, et après, quand ça a buté, il a élargi les conversations sur d'autres problèmes, sur les problèmes de bois, sur le problème des autres problèmes, c'est-à-dire pour contourner. Et vous comprenez, par exemple, dans l'occurrence, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et oui, en ce moment, Trump et Poutine parlent pas tant de l'Ukraine qu'ils parlent de l'Iran, paraît-il. Ils contournent. Exactement. C'est pour ça que je vous ai cité c'est ce ça. Que vous me dites. Exactement. On parle d'autre chose. Mais même plus que ça. Vous comprenez, il y a dans la structure, je n'ai pas le temps de vous développer, mais ils ont créé, il y a deux personnages absolument performants dans la structure de négociation un peu cachée entre les Russes. Il y a les services secrets Narishkin et la CIA. Oui. Narishkin, c'est les services secrets. Ça se passe au téléphone, évidemment. Ministre des Affaires étrangères Lavrov et Rubio, secrétaire d'État. Mais il y a les personnages clés. Dans cela, c'est Witkov, qui est négociateur en chef de Trump, celui qui aime le village de Chagall, qui aime Dostoïevski, etc. Et il y a l'interlocuteur de l'autre côté russe. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous comprenez? Quand on parle, ils parlent de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est très difficile parce qu'il faut, ça bute, parfois il y a les problèmes de comment établir les priorités, il y a les réticences des Ukrainiens, il y a beaucoup de choses.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement comme il a fait à Saint-Pétersbourg. Il a élargi. Il parle de l'Iran, il parle de l'Arctique. Je vous donne l'information, il parle de la construction de la tour Trump en Russie. Dans les 5 portraits, là, parce que je m'y perds, Vladimir. Oui, oui. Quel est l'autre visage? Il y a un visage? Non, il y a le visage, je vous ai dit l'enfance sportive, etc. Oui. Je vous ai dit, je vous ai dit le KGB deuxième, je vous ai dit troisième, c'est la période quand il était gestionnaire de la ville de Saint-Pétersbourg. Et là, c'est exquis, on vient des choses essentielles, c'est le choix d'Eltsine. Eltsine, c'est presque un réconfort pour moi. Il s'est trompé comme moi. Il l'a eu. Oui, il a pensé qu'il était... Parce que Eltsine, il faut comprendre qu'Eltsine, à mon époque, 80% d'avis favorables. Quand il a terminé, ça a quelques pourcents d'avis favorables, vraiment rien du tout. Il a perdu toute la popularité. Absolument. Il a perdu toute la popularité. Vous vous souvenez, cette image complètement bouffie. Vous savez, c'est pas seulement alcoolo, il était psychologiquement instable. Vous savez, il y a un livre à faire, c'est les dingues qui nous gouvernent. Moi, je connais un candidat. Je voudrais vous dire, Eltsine, il y avait ce côté, moi je l'ai bien connu, vraiment. Oui. En lui, il y avait quelque chose. Et, vous direz névropathique, un névropathe, oui. Absolument, absolument. C'est quelqu'un qui était... Moi, j'ai connu pendant l'affaire de Putsch, quand il était formidable, je l'ai connu avec tension, etc. Tout ça, je l'ai observé, c'est un personnage vraiment sur ce plan romanesque, mais la fin était pitoyable. C'est pire que Biden, pire que Macron. Non, Macron, vous savez, il n'est pas âgé, mais le problème de Biden et le problème de Brejnev, par exemple, c'est qu'ils ont été âgés, mais ni Brejnev ni Biden n'étaient pas alcoolos. Eltsine était alcoolique total, etc. Mais c'est quelqu'un que, vous savez, je vais vous dire, Eltsine, il était quelqu'un que vous connaissez ici en France très bien. Vous savez, c'est quelqu'un qui était très bon en opposition, il était absolument nul quand il était aux affaires. Et je dois vous dire, quand il a fait Eltsine, quand il était ça, vers la fin, il était dans le désarroi, il changeait le Premier ministre, il cherchait, etc. Et il a fini par nommer Poutine Premier ministre. Et pourquoi il a nommé Poutine? Parce que Poutine, avec lui, il s'est dégagé en une marionnette. Il a dit, c'est quelqu'un béni, oui, béni, oui. Et vous savez, il le choisit. C'était exquis. Grande duplicité. Artiste, du double jeu. Artiste, il fait ça. Quand il était nommé, ça c'est quatrième Poutine, cinquième Poutine, c'est le tsar, mais pour l'instant, Premier ministre. Il est nommé, mais là, je faisais beaucoup dans les relations publiques les choses extraordinaires, mais il prononce une phrase qui a déterminé son élection. Vous la connaissez tous et toutes, parce qu'on la cite sans se rendre compte. Ah, je donne ma langue au chat. Vous savez, je vais vous dire, il est à peine nommé, Eltsine complètement délabré, vraiment bouffi à la télévision. Poutine, il prend le micro en t-shirt Lacoste de couleur rose. Il prend et il dit « Et maintenant, je vais zigouiller les terroristes dans les chiottes. » Ah, les Tchétchènes, voilà. Les chiottes. Les gens pensent que c'est un dérapage. Et après, quand j'ai mené l'enquête pour ce livre, c'était calculé. C'était non seulement calculé, il a testé plusieurs fois ça avant, par l'effet, quel effet ça donnait. Il a spécifiquement, vous savez, c'était quand même sportif, il était 40 quelques ans, par rapport à Eltsine complètement bouffi. Et vous savez, le contraste. Oui, mais cette phrase, je vais buter les Tchétchènes. Vous savez, ça déterminait son élection. Oui, car il faut dire, parce que tous nos auditeurs ne savent pas, que le Premier ministre d'Eltsine en 1999, il se présente en 2000 à l'élection présidentielle, alors qu'il n'était pas parti gagnant du tout, grâce notamment à son intransigeance vis-à-vis des Tchétchènes, qui tentait de saisir le désordre à Moscou pour conquérir par les armes l'indépendance de la Tchétchénie. Ça lui a valu une énorme popularité et il gagne l'élection présidentielle de 2000. Il gagne l'élection présidentielle de 2000
avec les soutiens, il faut le dire, d'Eltsine et de ce système éhonté oligarchique. Des gens qui ont volé la Russie, ils ont misé sur lui comme une marionnette. Et puis après, Il est devenu marionnettiste. il Je a vais vous changé de dire rôle. comment ça va. C'est lui En qui tire les 24 ficelles. heures, en 24 heures, C'est lui. vous Et il connaissez... en emprisonne beaucoup d'ailleurs de ses Non, soutiens. pas tellement. Mais cela dit, il a réuni tous. Vous connaissez ça grâce, parce que c'est entré dans le design avec le titre, ça s'appelle maintenant la table Macron. C'est une énorme table blanche. Il a réuni tous ces 20 personnes qui l'ont fait élire. C'est impressionnant quand chacun est au bout de la table. En effet, Absolument, on c'est impressionnant. a l'impression de démesure. Complètement, complètement. Grande table blanche. Et il réunit, et j'ai mené l'enquête, encore une fois, j'ai posé les questions à tous ces gens-là qui sont présents. Il vient, toujours sportif, vous connaissez, tout comme ça, texto, après il a dit. Elle a dit, chers amis, je connais comment vous avez fait vos fortunes. C'est les milliardaires en dollars, autour de Une vingtaine, une trentaine. 20 personnes. Ah. Vous avez volé, si je le cite, vous avez volé ce pauvre pays comme jamais. Ce qui est vrai. Mais si vous essayez seulement d'entrer dans mon bureau en ouvrant la porte avec le pied, quand vous êtes entré dans le bureau d'Eltsine, vous êtes les gens morts. Texto, il dit. Zigouillé. Mort, il a dit, mort. Il y avait un silence autour de table. Un silence, c'est énorme. C'était cette fameuse table blanche. Tout le monde était là. On n'a jamais tenu ce genre de discours. Ils ont été comme ça, un peu ébahis. Et après 30 secondes de silence, il a rajouté, au sens figuré du terme, mort, au sens figuré du terme. Et comme ça, c'est devenu... Et après, il y avait une évolution. Le frisson était passé. Il y avait une évolution, mais vous savez, je vais vous dire, évolution... Et il en a envoyé quelques-uns en prison. Il y avait un seul qui a tiqué, dans la réalité, qui a envoyé un tol, Khodorkovsky il s'appelait, mais après les autres, ils ont fait l'allégeance. Mais de son système hyper-monarchique qu'il a installé, il faut dire... C'est pour ça que ça marche, oui. Il a installé ce système hyper-monarchique, mais au début, il était... très pro-occidental. Il faut, vous savez, l'épisode la plus fameuse, quand il fait sa bicyclette, vous savez, les journées de Poutine que je raconte dans le livre, c'est fantastique. Vous savez, quand il se réveille le matin à ça, gymnastique. 1h30 de gymnastique, une demi-heure avec la copine, et après... Avec sa copine. Toujours. Alors, qui est, je crois... Une grande gymnaste, oui. Une grande gymnaste, une championne olympique. Il reste dans le sport. Absolument, il reste dans le sport. Les Russes le savent, mais ils disent ça fait rien. Il est marié par ailleurs. Non, il est divorcé. Il est divorcé. L'essentiel, c'est qu'il soit marié avec la Russie. Mais vous savez, les Russes apprécient qu'il ne montre pas sa vie privée. Mais là-bas, on ne parle pas de la vie privée des hommes politiques. Et ça, c'est un contraste par rapport à ce qu'ils détestent, parce qu'ils détestent Gorbatchev, ils détestent cette période. Les Russes, et la période est personnifiée par ce couple dans l'hérité fusionnelle. Gorbatchev-Raïssa. Et Raïssa, c'était tout le contraire. Mais bref, pour les choses comme ça, il fallait dire que maintenant, je pense que notre intérêt, c'est de basculer, d'accélérer les choses, parce qu'il y avait, franchement, la réussite de Poutine et sa popularité est liée avec une certaine baraka, pour être franc. Parce que vous comprenez, c'est le fait que... Il y a une baraka, oui. Baraka, pourquoi? Parce qu'il a eu les prix de pétrole qui ont devenu 10 fois... Le pétrole est devenu 10 fois plus cher. Oui. Il a eu l'argent. Il a redressé la Russie, mais il a eu des conditions favorables. Il a eu beaucoup d'argent pour redresser... Il a rétabli l'autorité de l'État, d'abord. Les Russies. Et il a relancé l'économie. Je pense que pour nos auditeurs, surtout pour aujourd'hui, c'est très intéressant de reconstituer maintenant cette période de la guerre en Ukraine. Parce que attendez. Ça, on arrive au 5e Poutine, le tsar. Bien. Oui. Que vous venez de décrire avec ce coup d'éclat initial, il rétablit l'autorité de l'État, des circonstances favorables lui permettent de relancer l'économie, mais il y était préparé d'une certaine façon, il a changé les équipes, et la Russie se redresse. D'où la popularité qui le poursuit
encore 20 ans plus tard. Il a été très bénéfique après les désordres antérieurs. Est-ce qu'il n'y a pas un sixième Poutine? Quand vous parlez de Baraka, j'ai envie de vous poser une question, Vladimir. Je ne critique pas vos cinq visages, mais je voudrais en ajouter un autre. Il est un des très rares Russes nés sous Staline, il est né en 1952, à avoir été baptisé. Sa mère le fait baptiser clandestinement, c'était très interdit, ça pouvait valoir des persécutions. Et sa mère y a tenu parce que, alors il faut dire que sa mère comme son père, et je crois que c'est très important, sont nés avant la révolution d'octobre. Ils ont eu Vladimir très tard, à plus de 40 ans. Et ses grands-parents étaient aussi assez pieux, notamment son grand-père, il a un prénom à dormir debout, Spiridon, je crois que c'était le père de sa mère, qui était un personnage qu'il a admiré, qui était notamment cuisinier du Kremlin, du Kremlin, de Nicolas, puis de Lénine, puis de Staline. Bon, donc et il admirait son grand-père certainement parce qu'il avait une espèce de position importante, et qui était un grand croyant. Bien sûr, bien sûr. Et non, alors, ça c'est... vous savez, je vais vous dire... Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le Staline, vous m'avez déformé, sur le Poutine croyant. Si vous me permettez, juste une parenthèse, parce que votre gaffe me permet de raconter l'histoire. Vous savez que le patriarche, le jour de la mort de Staline, il a fait vraiment une messe pour lui. Et... Staline. Patriarche, après la mort de Staline, et on lui a reproché. On a dit, mais Staline, quand même, c'est quelqu'un qui n'était pas quand même lié avec Staline, vous savez, il a fait beaucoup pour rétablir le patriarcat, etc. Mais bref. En 41. 43, il a rétabli le patriarcat. Oui, mais dès 41, alors là, absolument. Il y a une page de l'histoire de la Russie, pardon, je tiens à la mentionner parce qu'elle m'impressionne. 41, juin 41, Hitler déclenche le plan Barbarossa. Staline ne veut pas croire que son allié Hitler va l'attaquer si tôt. Il s'attendait peut-être à ce que ça tourne mal un jour ou l'autre, mais pas si tôt. L'opération Barbarossa est déclenchée comme l'éclair. On prévient Staline que les troupes allemandes avancent, notamment en passant par l'Ukraine, où il avait des points d'appui. Hitler, nous l'avons dit la dernière fois, et il ne veut pas croire. Il est tétanisé. Et pendant 2 ou 3 jours, il ne réagit pas. Et finalement, c'est l'état-major, et je pense que le chef d'état-major, dont j'oublie le nom, joue là un rôle majeur, Zhukov. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande au patriarche de faire dire par tous les canaux possibles et imaginables, je pense qu'il n'y avait pas des cérémonies aussi fréquemment que dans la vieille Russie, que la Russie, la Sainte Russie, est en danger. Et voilà que le chef du Kremlin, président du Parti communiste, appelle au secours. Ça me sidère. Appelle au secours le clergé orthodoxe. Est-ce que c'est une légende? Ce n'est pas une légende, mais vous savez, comme j'ai étudié ça d'une manière vraiment pointue, vous comprenez, dans le concept de Staline, déjà, quand il commence à réhabiliter Ivan le Terrible, notamment, c'était déjà à partir de 1934 que ça commence. Mais vous avez raison dans cet épisode quand Hitler était, vous savez, à 6 km du Kremlin. 6 km du Kremlin. Staline, il lit d'ailleurs Ivan le Terrible, il souligne quel professeur. Il demande à métropolite à l'époque de faire, il y a une icône emblématique de la Russie, son maire de Kazan, il tourne autour du Kremlin. Hitler est à 6 km du Kremlin. Et après, vous avez raison, c'est un discours absolument inoubliable. Quand il dit, il ne prononce pas, il ne dit pas camarade. Il dit
Mes frères, frères et sœurs. c'est ça. Et ce qu'il a Tout à prononcé, coup. ce que vous ne savez pas, il a dit au nom de nos saints. Au Staline. nom du Christ. Saint. Staline. Staline. Il ne dit pas au nom. Incroyable. Non. C'est incroyable. Les gens qui ont l'écouté, j'ai eu la chance C'est un aveu de faiblesse et de la supériorité de la Non, foi. c'est un aveu d'une certaine lucidité, c'est-à-dire Ben il oui. fait l'unité du pays. Et l'Église était du côté de lui. Et après, un épisode ici, quand il est rétabli, c'est 43, je vais vous raconter ça, tant pis. Vous savez, comme j'ai travaillé 43, il convoque son métropolite. Il a dit, vous savez, vous m'avez demandé de rétablir le patriarcat. Vous savez, j'étais moi-même séminariste, etc. Je vous comprends très bien. Oui, on va vous aider. Il était séminariste. Il a été longtemps au séminaire. Hein. Non, il était brillant au séminaire. Staline, Absolument oui, brillant. c'est un très brillant. bon- Il y avait en lui, que je raconte d'ailleurs, en lui, il y avait cette dimension assez Métaphysique. inattendue. Et après, le patriarche, il a dit, oui, vous savez, maréchal, il l'appelait, vous savez, nous avons un problème de cadre pour l'Église. Cadre. Et cadre, Staline adorait le mot cadre. Cadre, il faut Comme pour le parti, quoi. pour les vrais. Cadre. Il dit, il fume, il a dit, vous avez dit cadre, mais où ils sont passés? Tout le monde savait qu'ils sont dans le goulag. Ils étaient persécutés. Persécutés. Et le patriarche, il a dit, il y a des différentes solutions. Par exemple, nous formons les gens pour l'Église au séminaire. Il devient maréchal de l'Union soviétique. En montrant Staline. Staline sourit, sourit. Quand il a fait le patriarcat, il a rétabli. En 1943, il rétablit le patriarcat. Mais pour C'est revenir mal connu, ce Staline qui s'appuie sur l'Église orthodoxe. Pour revenir à Poutine, vous visez quelque chose de tout à fait juste sur ça. Parce que dans les dimensions qu'on évoque aujourd'hui, il y a les dimensions militaires, les dimensions diplomatiques, géopolitiques, les dimensions, le jeu un peu médiatique dont on a parlé, etc. Mais il y a une dimension très importante pour Poutine et pour les Russes aujourd'hui. Ça dépasse même le personnage de Poutine. Parce que cette confrontation avec l'Occident est considérée aujourd'hui comme confrontation entre les deux concepts de vision de la société, de vision de la civilisation. Vous comprenez? Les choses comme ça. Les Russes, ils disent, nous assumons nos racines judéo-chrétiennes. Nous assumons l'histoire longue de la Russie et l'Occident avec avec laïcité, avec les choses comme ça, avec le changement. La Russie ne connaît pas la laïcité, c'est ce qu'on appelle césaropapisme. Je parle souvent avec les gens disons, du Sud. Pour eux, au-delà des problèmes spirituels, il y a les problèmes de défense de la famille aussi, parce que c'est lié avec ça. Vous comprenez toutes ces choses-là. Et Poutine est tout à fait l'héritier de ça. Et Poutine, il se place consciemment, vous avez absolument raison de dire qu'il y a ce sixième... C'est un conservateur. Oui. C'est un conservateur. D'où vient son affinité? On ne parle pas souvent parce que, vous savez, au-delà, pendant ces négociations, au-delà de cet intérêt pour la Russie ou bien certaine estime que les Américains de ce milieu conservateur portent envers la Russie, il y a une affinité de valeurs. Défense de la famille, défense des valeurs conservateurs. Tout ça, c'est conservatrice. Tout ça, c'est une évidence. Il y a des images extrêmement émouvante que j'ai vue, envoyée par une de mes amies russes, tournée, c'est très long, j'ai tout vu, mais c'est un peu long, tournée quelques jours après la réélection, la dernière en date des réélections de Poutine. Il est reçu pour une prière commune au patriarcat par le patriarche Kirill, qui est... c'est pas un modéré, lui, il est plutôt un va-t-en-guerre. Ouais. On est dans le contexte de la guerre. C'est très émouvant, ce décorum extraordinaire. On voit le petit Poutine, parce qu'en plus il n'est pas grand, au milieu de tous ces dignitaires orthodoxes et qui va avec une révérence. Qui sont souvent énormes. Qui sont absolument imposants. Et oui, en effet, l'image est frappante aussi pour ça. Ils sont nombreux et imposants. Et il va vers Kirill,
le patriarche. Pour vous rappeler, je vous taquine un peu, mais les Russes, ils aiment bien les blagues. Et ils disent que sur les 11 membres de Sino, ils sont costauds tous, etc. Il y a un seul qui n'est pas le général du KGB, mais on ne sait pas lequel. Costaud. Enfin, c'est quand même une figure de ce qui rend vraiment là très opposés l'Europe occidentale et l'Europe orientale, dont la Russie, ce qu'on appelle le césaropapisme. Moscou s'est vécu comme la troisième Rome pendant longtemps, avec une espèce de mission sacerdotale, pour ne pas dire messianique, de relever le flambeau de la civilisation née à Rome et en Grèce. C'est pas pour rien que, par exemple, que Catherine a appelé Odessa en souvenir de l'Odyssée d'Homère. Enfin, il y a une espèce de conscience de racines très anciennes, très antiques, incarnée par la foi orthodoxe, qui est absolument mélangée avec le pouvoir. Il y a une distinction, mais il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux ordres. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme. Ça, vous avez raison, mais et Poutine accepte ça parfaitement. Mais je dois vous dire que ça remonte encore à Pierre le Grand, qui a mis l'Église sous le coupole de l'État, et il y a une symbiose. L'opération 24 février, 24 spécial, il était dans la réalité, les Américains l'ont piégé. Ils ont miroité que les Ukrainiens vont passer de leur côté, qu'ils vont passer carrément de leur côté. Qu'il y aura la direction de l'armée qui est complaisante. Vous sonnez, il y avait des phrases, etc. Mais je sais, mais ils ont fait pareil avec Saddam Hussein, ils l'ont poussé à envahir le Koweït pour pouvoir ensuite l'assassiner. Je dois vous dire, ça c'est une tactique. Ça, c'est une tactique américaine. Une tactique américaine qui pousse l'adversaire à la faute. Qui cette fois-ci réussit. Il y a un aspect aussi que finalement il a pris en compte aussi. Il était piégé par ses propres services. Vous savez que maintenant, c'est un grand danger, d'où vient l'intérêt d'ailleurs de notre conversation et surtout, j'espère, de mes livres, que vous savez maintenant, à la différence de l'époque précédente, les services secrets dans le monde entier, ils ont une tendance d'aller vers le sens qu'on leur demande. Oui, surtout sous un régime autoritaire. Et ça, c'est une chose, c'est un grand danger. C'est un danger. C'est un danger, parce que on ne demande pas confirmation. Il faut plaire. Ils veulent plaire. Et je pense qu'il y avait cette tendance. Il a été trompé. Et si vous regardez les images de Poutine de l'époque, vous êtes étonné jusqu'à quel point qu'il était décomposé. Février-mars 2022. Février-mars. Après, ils essayent de négocier. Négociation avance. Il pense qu'il va réussir. Il fait même reculer. C'était une négociation avec Erdogan, c'est-à-dire, ça s'appelle dans le langage diplomatique d'aujourd'hui, le projet de négociation et de l'accord de l'Istanbul. Celui qui a fait capoter Boris Johnson. Et Boris Johnson capote. Ça, sous l'instigation américaine avec capote, c'est une grande erreur. Parce que que du coup, il était prêt à négocier. Il était prêt à négocier dans les... Évidemment, mais il s'agissait de Donbass et rien d'autre. Maintenant, ça, c'est une autre chose. Il s'agit de plus de 4 provinces. Mais je dois vous dire que ça, personne ne pouvait prévoir l'issue. Et après vient les erreurs et approximations occidentales. La célèbre phrase de Bruno Le Maire qu'il va mettre l'économie russe à genoux 3 semaines après que l'économie, ils ont développé ça plus que 4% cette année. 4,5% de croissance, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la réalité, mais simplement les sanctions. Et surtout, ceux qui ont sous-estimé complètement que c'est la force du complexe militaire industriel. Je reproche beaucoup à vos collègues dans la presse parce que... Comment ça, mes collègues Je ne suis pas journaliste, mon cher ami. Non, vos collègues, je parle de la télévision. Je parle de vous, pas de vous. Mais pas TVL. TVL ne s'est jamais trompé. C'est vrai. Bon. C'est vrai, mais vous êtes les meilleurs. Mais si vous me permettez, disons des autres, de mainstream. Ça vous convient? Ah oui, c'est pas nous du tout, ça, oui. Mais vous savez, quand ils racontent que les Russes sont nuls, que l'économie russe va s'écrouler, vous savez, il y a un phénomène mental très, très dangereux, que les Russes sont isolés, que Poutine il va mourir, qu'il y a 15... Il a un cancer par semaine. Des émissions exquises pendant... Sur LCI, on lui trouve un cancer 10 jours, 15 cancers. Il va mourir. Mais bref, je tiens à vous dire, vous comprenez?
ça, c'est très dangereux. Parce que vivre dans le monde imaginaire, pour les gens qui sont aux affaires, c'est pour nous tous. Cette fois, c'est nous qui sommes trompés. Évidemment, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire, il y a auto-intoxication. Les gens, ce que j'appelle quand les gens mentent et croient à leurs mensonges. Vous comprenez? Et ça, c'est, ok, mentir, on peut accepter. Mais croire à ses propres mensonges, c'est déjà, ça devient vraiment grave. Et ça, c'était, je tiens à vous dire, puisqu'on parle, vous savez, il y a quelques jours, j'étais étonné, il y a plusieurs pages, imaginez-vous bien, c'est New York Times, qui raconte, ça s'appelle, c'est un long article inimaginable à mon sens, je me demande pourquoi ils ont publié. Ah, récemment, là? Récemment. Ah oui, New York Times qui crache le morceau, oui. Qui crache complètement le morceau. Ah oui, c'est formidable. Qui raconte comment ils ont préparé tout, comment ils ont mixé, comment ils étaient directement mêlés, comment ils sont trompés. Je me demande... Comment, au fond, l'armée ukrainienne a fourni les soldats et les États-Unis ont fait tout le reste. Tout le reste. Il raconte ça noir sur blanc sur les sources, ça veut dire à la base des sources de Shlesia. Oui. C'est complètement surréaliste. On dit que mes livres sont surréalistes, mais New York Times c'est encore plus surréaliste. Oui, mais ça veut dire, traduisons, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas cet article du New York Times. Immense article d'ailleurs. Immense article, c'est complètement... savent le faire et très informé. Très informé et qui confirme ce qu'on... toute l'armée américaine prend en main l'armée ukrainienne. Pourquoi elle résiste? Parce qu'elle est complètement encadrée et prise en main par les États-Unis. Mais il y a la clé pour déchiffrer les négociations. C'est la clé, la situation sur le terrain, sur place. Et je vous signale que l'affaire de Kursk est pliée. Il y a un truc qui est complètement ici, n'est pas analysé. Ils ont juste, c'est l'apparition massive, vous savez, de cette arme de fusée Barishnik, ça s'appelle balistique, parce que cette arme est équivalente. Unique au monde. Unique au monde, mais surtout que l'équivalent sur le plan de destruction des armes nucléaires sans contamination nucléaire. Et ça arrive dans 2 ou 3 mois, ça arrive massivement sur le front. Ça sera une autre c'est un atout, mais cette fois dans l'ordre nucléaire, qu'aucun autre État n'a. Absolument. Et un de cela. Tout ça, c'est les choses comme ça. Les gens qui veulent engager la France dans la guerre sont des dingues. Quand vous regardez le visage de Poutine, c'est presque une fonction. Jour par jour, quand je suis obligé d'être physionomiste, quand je regarde, et ça change tout le temps, et vous regardez comment il mène maintenant... c'est lui qui quand même mène toutes les négociations. C'est très intéressant, ces rapports avec Trump, ces coups de fil avec Trump. Encore une fois, ici on sous-estime, parce que les négociations, ça mène à plusieurs niveaux. Je tiens à vous signaler la structure des négociations. La structure de ces négociations, le sommet, c'est le téléphone entre Poutine et Trump quand il après, dit... Après, il y a ce que vous voyez, il y a les services secrets qui parlent pratiquement tout le temps, et il y a ce niveau hyper efficace de Witkin et son homologue russe Cyril Dmitriev qui parle des grandes affaires et qui prépare quand il y a, vous savez, ces gens-là, vous savez, en Russie, il y a un terme encore qui vient de mafia que vous ne connaissez pas, ça, je vais vous citer ça, Rechalo, ça veut dire les gens qui, quand il y a entre les clans, quand il y a ça bute, il y a quelqu'un qui vient et qui fait le partage de rôle. Quand ça bute complètement, comment les étincelles, au niveau même ça entre en jeu ce Witkov et Dmitriev. Un Deus ex machina. C'est très intéressant, c'est à plusieurs niveaux et je vous dis que ça va durer. Ce ne sera pas si facile que ça. Je pense qu'il y aura des simulacres de rupture, parfois des simulacres de négociation, parfois les simulacres même de cessez-le-feu, mais il faut donner du temps. Mais alors, vous savez, deux questions. Parce que, hélas, mon cher ami, alors d'abord, il faut que je vous remercie parce que vous êtes en train de me ressusciter. J'ai failli différer votre visite
en vous appelant. J'étais à deux doigts de vous appeler ce matin parce que je suis affligé d'une affreuse bronchite. Mais je vais beaucoup mieux maintenant Tant que mieux, lorsque tant vous mieux. êtes arrivé. Mais je m'aide de. Je vous propose pas de thé parce que je vois que vous buvez très peu, mais je m'aide d'un peu de sirop et de thé pour Oui, survivre. Mais absolument. votre conversation Ah. me fait survivre mieux que toute autre médication. Et malgré tout, il va falloir que nous mettions un terme à cette conversation. J'ai deux grandes questions à vous poser. Tout On ce que vous était voulez. sur le terrain, peut-être une troisième. On était sur le terrain et vous avez parlé de, du recul en 22 sur la presqu'île de Kherson, mais est-ce que Poutine n'est pas en situation, c'est peut-être pour ça qu'il fait un peu traîner les choses, de reprendre pied dans cette région-là et de s'approcher d'Odessa? Je ne peux pas ne pas vous parler d'Odessa, parce que je crois que Poutine, mais vous allez me dire si je fait fausse route ou pas, c'est tout à fait possible. Je crois qu'il pense beaucoup à Odessa. Il aimerait être le tsar qui retrouve l'Odessa créée par Catherine de Russie, construite par un Français, le duc de Richelieu, il faut le dire, et qui est indiscutablement russe. Depuis Kherson, on n'est pas loin d'Odessa. D'ailleurs, depuis Odessa, on n'est pas loin de la Transnistrie et tout le monde orthodoxe pourrait faire le lien à travers la Transnistrie, la Moldavie, la Roumanie, la Serbie. Il a ça en tête, Poutine, ou je rêve? Vous savez, Ou je me il ne trompe? peut pas faire abstraction, parce que là-bas, il y a deux tendances, qui sont les tendances qui sont absolument réelles. Comme au fait, dans la réalité, il y a deux tendances aux États-Unis, Au moins. au moins. Ça, c'est dans l'entourage de Trump, etc. Structurons les choses. En Russie, l'armée considère qu'il y a des pertes assez significatives, et ils considèrent qu'ils sont en train de gagner. Et mener des négociations dans ce contexte-là, Alors, l'armée. l'armée. Disons, comme l'armée, disons, les gens, L'état-major. et une partie de l'opinion publique. Et l'opinion Il ne faut pas, publique, l'opinion ouais. publique, elle exige, vous savez, elle est comme vous, ils sont dans ce genre Ils veulent des résultats. Ils veulent des résultats. C'est une chose comme ça. Nous avons quand même, Poutine, c'est l'art martiaux. S'il fait l'abstraction. Il est absolument, vous comprenez, sans froid. Et il y a une tendance qui est personnifiée là-bas, en réalité, par les services secrets, paradoxalement, qui mènent aussi aux négociations. Il y a un nom que je tiens à vous retenir. Il s'appelle Narishkin. Il dirige les services secrets extérieurs, qui dit que c'est une opportunité, le fait que les Américains sont disposés à négocier avec nous, qu'il faut rétablir les contacts, etc. Et Poutine, dans ce genre de choses, ils essaient d'arbitrer les choses. Ils essaient d'arbitrer les choses de quelle manière? Il dit que, voilà, si du côté des États-Unis, il y a les négociations sérieuses sur ce qu'ils appellent les vraies raisons profondes de cette crise, c'est-à-dire l'avancement de l'OTAN, l'utilisation de l'Ukraine comme fer de lance contre la Russie. Si les Américains sont prêts à négocier, ils vont s'arranger avec les Ukrainiens. Dans ce cas-là, nous sommes prêts à y aller vers un accord. Mais vous ne répondez pas sur Odessa, Vladimir. Non, attendez. Est-ce qu'il inclut dans cette Odessa, affaire, c'est l'affaire de l'été. L'Odessa, il y a deux choses différentes. Odessa, ça exige quand même nettement plus de force, plus d'hommes. Il y a des pertes assez significatives. Deuxième ville d'Ukraine. Il y a les compromis entre ça. C'est la région d'Odessa. Nikolaev qui rejoint ce que vous avez dit, rejoint dans ce cas-là Cisnistrie, etc. Et tout ça, ça peut garantir. Je pense que Poutine, il s'oriente plutôt vers ça, sans perdre les contacts avec les Américains. Ils essaient de négocier cette question d'Odessa, qui est une question majeure, qui est dans la tête de toutes les Russes. Il ne faut pas se leurrer. Ah oui. Ça, c'est les choses comme dans ça. La mienne aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est Odessa qui fera le départ entre la victoire. Ça, c'est bien sûr, parce que vous comprenez, mais le problème là-dedans, c'est un problème de concept du côté américain.
Et c'est personnifié par les personnages de l'entourage de Trump. Essentiellement, d'un côté, il y a son représentant, maintenant on dit que c'est un représentant en Ukraine, Kelk, le général. Il dit qu'il faut s'arrêter, simplement arrêter la guerre et puis voir après. En attendant, les Ukrainiens ils vont reconstituer leur armée. Éventuellement, les Occidentaux ils peuvent participer à la garantie de sécurité, etc. Et ça, c'est une tendance, qui est une tendance absolument... et la solution, ce qu'ils appellent la solution à la comme en Corée. C'est une solution qui est inacceptable pour les Russes. Les Russes, ni l'état-major, ni Poutine officiellement, ni clandestinement, ils ne veulent pas. En revanche, s'il y a négociation sérieuse sur Trump, il reconnaît le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, qu'il y a la neutralité de l'Ukraine, et surtout non-utilisation dans la réalité de l'Ukraine comme un fer de lance contre la Russie, ce qu'ils ont fait pendant ces années. Dans ce cas-là, il marchera. Et je pense qu'il y a ces deux temps. Il marchera sur quoi? Pourquoi? Il marchera vers l'accord avec les Américains. Oui, mais toujours. On peut peut-être, dans cette affaire, produire une vraie recomposition géopolitique du monde. Vous observez. Pour éviter les clashs et pour aller jusqu'au bout de ma pensée. Vous savez, les meilleures choses pour l'Europe, meilleures choses pour la Russie, meilleures choses pour l'Ukraine, c'est d'essayer de pousser les négociations, mais surtout essayer d'éviter cette confrontation sans fin avec la Russie. Parce que la confrontation sans fin avec la Russie, ce n'est pas intérêt de l'Europe du tout. Des États-Unis non plus. Et des États-Unis du tout. Vous avez observé, la preuve, c'est qu'il est très allant dans la négociation. C'est plutôt Poutine qui met des conditions et qui prend son temps. Bon. Évidemment. Il fait du judo. Vous avez donné l'explication. Il fait du judo. Bon, il esquive. Mais je m'adresse aux diplomates que vous êtes essentiellement. Vous êtes un grand écrivain, romancier, historien, on peut dire, à votre manière. Bien sûr. Mais d'abord diplomate. Vous observez que Trump opère un certain repli sur l'Amérique au sens large, incluant le Groenland qui l'intéresse beaucoup. Moi, je pense vraiment qu'il va faire main basse sur le Groenland avec l'accord des habitants rares, mais faciles à manipuler, des habitants du Groenland, qui appartient à l'Europe via le Danemark, mais qui géographiquement appartient à l'Amérique. Le contrôle du Panama, du canal du Panama, ça fait aussi partie de cette espèce de repli complet. Bref, nouvelle doctrine Monroe en réalité. L'Amérique, cette fois, non pas États-Unis, mais l'Amérique. Vous savez, je n'aime pas dire l'Amérique pour les États-Unis, mais c'est dans la tête de Trump de reconfondre le continent entier et les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. La doctrine Monroe, c'est un symbole, vous avez raison. C'est ça. Et il veut contrôler l'ensemble de l'Amérique, d'où aussi les velléités sur le Canada. Enfin, on commence à lire son intention géopolitique. Mais dans ce cas-là, l'Europe va être complètement nue. On comprend la réaction des oligarques, enfin des dirigeants européens. C'est que c'est bien leur faute d'ailleurs. Ils ont, pendant des années, mis à part le général de Gaulle, ils ont souhaité la dépendance vis-à-vis des États-Unis et maintenant ils sont baba. Et si les États-Unis, en effet, se replient sur la domination de l'ensemble du continent, c'est une grande partie à jouer pour la Russie en termes de puissance, en termes impérial. Vous savez... Parce que l'Europe occidentale est démunie. L'Europe occidentale, ça posera un grand problème, comment gérer la Russie, comment gérer cette configuration. Et encore une fois, on revient à la période que j'ai connue, que j'ai beaucoup discuté avec Chirac, avec Mitterrand, avec les autres personnellement, qui ont été persuadés que la meilleure manière de gérer la Russie, c'est d'essayer d'éviter la confrontation et après codifier la sécurité européenne. Je dois vous dire que moi j'ai participé à ça, j'ai participé à la rédaction d'une vingtaine de traités. Aucun de ces traités n'existe aujourd'hui. Je signale qu'un de vos premiers ouvrages s'appelait Histoire de la diplomatie française. Française, bien sûr. Voilà, donc vous connaissez le sujet. Je connaissais le sujet, j'étais
J'étais toujours francophile et vraiment, j'ai apprécié d'ailleurs beaucoup les gens de Quai d'Orsay autrefois. Je tiens à vous Autrefois, merci beaucoup. Je tiens à vous dire une chose. C'est charmant pour les diplomates d'aujourd'hui. Je tiens à vous dire une chose avec beaucoup de gravité. Il y a une solution de confrontation tous azimuts. Et on est dans cette logique-là aujourd'hui. C'est une configuration très dangereuse. Il faudra, la seule solution que nous avons avec Trump, sans Trump, c'est de revenir tout d'abord à contact. Et après, essayer de petit à petit rétablir la structure de la sécurité européenne. La maison commune. Et la maison commune, ça c'est un rêve maintenant. Mais vous savez, détrompez-vous. Moi, je ne vous cache pas que nos auditeurs, ils sont bienvenus. Vous savez, je réfléchis comment il faut remédier à ça. Et j'ai écrit avec un très grand compositeur français la comédie musicale, Anna Karenine. Anna Karenine, à Sousse, il s'appelait. Ah oui, extraordinaire. On a travaillé 10 ans avec lui, c'est un truc complètement très réussi sur le plan. Qu'est-ce que vous préférez chez Tolstoï, Anna Karenine ou Non, je préfère Anna Karenine, bien sûr. Bon, Anna Karenine, c'est le plus grand roman de l'amour. Il y a deux individus, ceux qui préfèrent Anna Karenine, ceux qui préfèrent Guerre. J'apprécie évidemment Guerre épée, tout ce qu'on veut, mais simplement Anna Karenine, c'est... vous savez, Tolstoï se transforme en chaman. C'est lui qui est Anna Karenine. C'est la plus grande histoire d'amour. Mais pourquoi je vais vous dire? Pour moi, c'était une passion. On a travaillé 10 ans, on a fait tout ce qu'il faut. Mon compositeur, il a dit quand il va faire, il a dit, oh, Dieu s'en occupe. Si les gens nous écoutent, si quelqu'un veut produire, il gagnera beaucoup de pognon. Il peut vous adresser avec ça, parce que mon compositeur, il a fait plusieurs comédies musicales à Sousse. Il est extraordinaire, il a fait ça. Mais pour moi, c'est au-delà des choses qui sont de caractère, disons, créatif. J'ai réfléchi comment remédier à la situation actuelle qui est une situation d'impasse dans la réalité pour l'Europe. Et je suis absolument persuadé que l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la Russie, l'intérêt de l'Ukraine, moi j'ai aussi des origines ukrainiennes, c'est d'essayer d'atténuer les tensions. Nous sommes devant le choix aujourd'hui entre le modus vivendi avec les Russes, avec Trump ou sans Trump, ou avec une escalade sans fin qui se terminera, vous m'interdisez de le dire, se terminera très mal. Moi, je suis persuadé, un vieux de la vieille de la diplomatie, que se terminera par l'apocalypse et la fin du monde. Alors, en fait, ça, je ne voudrais pas revenir à ça, simplement... La fin du monde, carrément. Le choix, évidemment, parce que la guerre mondiale, c'est la fin devant ce choix. La fin devant le choix. Comment remédier à ça? J'ai réfléchi, vous savez, devant le miroir, je réfléchis, parce que j'ai tellement donné comme trait d'union. Et je me suis dit que c'est la seule solution, c'est de lancer des grands projets pour renouer les relations. Oui. Poutine, avec son côté sportif avec les États-Unis, il fait les matchs de hockey. Il organise les matchs de hockey. Il fait du hockey, je crois. Ok. Il fait les matchs de hockey sur glace, etc. Moi, je pense que je voudrais lancer ce projet pour renouer avec ça, parce que l'avenir de la Russie, c'est l'aigle bicéphale. C'est l'aigle qui regarde l'Asie et qui regarde l'Europe. C'est dans l'impasse. Ukrainien, avec mon côté ukrainien. Vous savez, l'intérêt national ukrainien, gaulien, c'est pas du tout faire de lance contre la Russie. Vous savez, je vais vous dire, un bon Ukrainien que je suis, c'est prendre l'argent chez les Russes, prendre l'argent chez les Occidentaux et vivre bien. Dans la prospérité. Être trait d'union. Oui. Être trait d'union entre les deux. Ukraine, et finalement, pour revenir à l'Europe, frontière. Vous avez bien visé les choses. Parce que vous comprenez, vous avez mentionné le désarroi complet quand les États-Unis se désengagent. On peut construire l'Europe sur la base en disant que la Russie il va venir à Paris. Alors, mais le problème, mon cher, je vais vous dire qu'aujourd'hui, les Russes, Poutine n'est pas fou. Il ne veut pas du tout transgresser l'article 5.
Il ne veut pas la guerre mondiale. Il ne rêve pas. Mais le problème réel pour moi, que les Russes ne désirent plus le wok d'ici. Ils désirent la grande tradition française basée sur les valeurs chrétiennes. Poutine ne cesse pas de le répéter. On a loué le grand discours à Munich de Vance, mais au fond, ce qu'a dit Vance, Poutine ne cesse pas de le répéter. Il déteste le wokisme, il déteste ce qu'est devenu l'Occident en général et la France en particulier. Et alors, on est venu tout seul à la dernière question, la dernière des dernières, Vladimir, mais je vais mettre mon grain de sel dans cette question-là. Oui. On en est venu d'ailleurs tout à l'heure à l'instant même dans notre conversation, à évoquer, je ne sais pourquoi, Anna Karénine. Anna Karénine est intéressante, comme tous les romans, parce qu'on voit que les sentiments profonds peuvent changer. C'est plein de volte-face, Anna Karénine. Oh. La haine, car il y a de la haine, et hélas des deux côtés. Bien sûr, évidemment. Peut très bien se retourner. Ça, c'est la grande tradition littéraire. C'est la grande tradition littéraire de cette époque. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Mais non, mais attendez, de toutes les époques, qui lit des livres s'aperçoit que le tumulte intérieur, le flot des sentiments est tellement irrationnel dans l'âme humaine que la haine peut très bien se transformer en amour, comme l'amour peut très bien se transformer en haine. Bien sûr. Anna Karénine, c'est les deux, bien sûr. C'est les deux. C'est pour ça qu'on se retrouvera toujours, parce que dans mon esprit, nous sommes deux pays, je parle de la France et de la Russie, qui ont une âme. Je ne vois pas quelle est l'âme américaine, je ne vois pas très bien quelle est l'âme anglaise, mais je vois l'âme russe et je connais l'âme française. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Et je crois, et notre dialogue en est une illustration parmi des milliers d'autres, Dieu merci, à la communauté des âmes en catholique. Et je crois qu'on peut toujours se retrouver, même quand on s'est haï, on peut toujours se retrouver. Il n'y a rien de plus chrétien que ce mouvement, et l'orthodoxie et le catholicisme sont les deux poumons, comme disait Jean-Paul II de la chrétienté. Et il me semble qu'il faut miser de toutes nos forces là-dessus, plutôt que l'Apocalypse. L'amour, mais vous écrivez, c'est assez intéressant, dans le dialogue fictif entre Poutine et Staline, il y a un passage que j'ai spécialement noté. Vous faites dire à Poutine, tout à coup, une sorte d'éloge, et Staline est d'accord, puisque c'est un dialogue fictif entre les deux, d'éloge de la culture. Est-ce qu'il ne faut pas repartir de là? Moi, je suis persuadé. Et soudain, au tournant du 19e siècle, dit fictivement Poutine, sous votre plume, emmené d'abord par Alexandre Pouchkine, puis Nicolas Gogol, puis par les grands romanciers, la littérature russe connaît son âge d'or. Elle connaît son âge d'or, c'est formidable littérature russe du 19e siècle. Contrairement aux États-Unis, poursuit Poutine, les lettres occupent une place essentielle dans l'enseignement en Russie. À mon époque, les enfants sont initiés aux grands auteurs dès l'âge de 10 ans. Oui, à mon époque, les enfants étaient initiés. J'espère que ça dure encore et qu'il y a toujours cette formation culturelle humaniste qu'il n'y a plus du tout dans les écoles occidentales. Et c'est ça qui est très grave. Leur nom, leur statut, les titres de leurs œuvres font partie du quotidien. Ils parlent des écrivains. Les Russes éduqués les mentionnent dans la vie de tous les jours en Russie, aujourd'hui encore. L'Europe, et particulièrement la France, fascinée depuis Voltaire et Diderot et Hugo par le pays continent eurasiate, mais les grands auteurs russes sur un piédestal, le style de Tolstoï, la poésie de Pouchkine, la profondeur psychologique de Dostoïevski et l'humour noir de Gogol. Et Tchekhov, bien etc. Sûr, évidemment, Tchekhov, on n'en finirait plus. Et Staline lui répond, même vous, entre une chasse au tigre et les plongées dans un lac glacé, vous lisez Léon Tolstoï ou Fédor Dostoïevski. Et alors là, je me dis, c'est la fin de notre conversation. Est-ce que ça va tenir, ce substrat complice, culturel, entre deux pays à âme, justement, la Russie et son âme, et la France et son âme? Est-ce qu'il n'y a pas un terrain où des pâquerettes de paix pourraient repousser, justement à la faveur du désengagement
états-unien. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, rêvons Vladimir, rêvons, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce qui a été raté en 90 à cause des États-Unis, acharnés à repousser la Russie et à couper l'Europe en deux, n'a pas tout à coup une chance d'éclore? Alors évidemment, il ne faut pas Emmanuel Macron à la tête de l'État. Je vais vous dire, moi je suis absolument persuadé que on peut parier là-dessus. En écrivain, on ne peut pas se dire nous avons notre rôle. En tout cas, je me déploie pour ça. Oui, je sais. Je me déploie pour ça, et je tiens à vous dire une chose. Vous comprenez, qu'on veut ou non, je pense que l'écume du jour, c'est moins profond que Tolstoï, Dostoïevski, Victor Hugo, Stendhal, et j'en passe les meilleurs. Voilà. Vous comprenez, ça c'est cette affinité qui est absolument extraordinaire, et je voyage beaucoup en France. Vous savez, je frappe, et ce qui me frappe, c'est un énorme décalage entre la France réelle, officielle, et l'écume du jour, vraiment de la France officielle. Ça, le pays réel et le pays légal. C'est absolument étonnant jusqu'à quel point il y a une différence. Alors je suis persuadé que pour dénouer ça, la meilleure façon, c'est d'essayer de relire Tolstoï ou peut-être voir ma comédie musicale Anna Karenine que j'ai fait avec le compositeur. Vous êtes conscient du rôle que vous jouez et que vous avez à jouer dans les années à venir? J'espère que je sois... Parce que vous savez, je vais vous dire, je vous remercie pour votre soutien. Un rôle à jouer. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien parce que parfois je suis désemparé. Parce que je vous ai trouvé triste quand vous êtes arrivé tout à l'heure. J'étais un peu triste, je ne vous cache pas. Parce il y avait un voile sur votre visage. Il y a les choses, vous savez, c'est très difficile d'assumer tout ça. Oui. C'est très difficile de passer le message. Quand vous butez, et vous savez, c'est difficile aussi d'affronter l'écume du jour. Mais je pense que la profondeur de l'âme du pays dont vous parlez est plus forte que l'écume du jour. Voilà, je joins les mains, c'est à la fois un remerciement et une prière. Merci. Parce qu'il y a l'apocalypse possible. Oui, bien sûr. Et vous venez de décrire les mécanismes affreux. Bien sûr. Et il y a aussi l'amitié. Il y a aussi l'amitié et l'âme du pays, l'âme de la France que j'adore. Et la communication, la concorde, la communion entre les âmes. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Et je vous dis d'avance merci, Vladimir Fedorovski, pour non seulement tout ce que vous avez fait, mais pour tout ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Dans les années qui viennent. À bientôt. À bientôt. Vladimir, merci encore.